À la une, les lycéens persistent et signent. Ils disent non au centre commercial Carrefour, initialement prévu à Corps-de-Garde. Aujourd'hui, une distribution de tracts suivie de la signature d'une pétition illustrait la détermination des habitants. Une auxiliaire de vie de l'association CADOM avait entamé hier une grève de la faim, une action interrompue en fin d'après-midi. Elle prétend être victime d'un licenciement abusif et continuera à dénoncer ce qu'elle qualifie comme une erreur. Et nous souhaiterons un joyeux anniversaire à la société de transport Vela-Youdon. L'entreprise a fêté aujourd'hui en grande pompe ses 45 ans d'existence, un moment que nous avons partagé avec eux à Sainte-Marie. Nous prendrons aussi la direction de la Guadeloupe. L'archipel s'est équipé depuis quelques semaines d'un refuge pour animaux. Le premier du genre, déjà 40 pensionnaires dans l'attente d'un foyer. Nous avons visité les lieux. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Mais avant de développer tous ces titres, un mot sur cette disparition inquiétante. Un quinquagénaire a disparu depuis le 25 avril dernier de son domicile situé quartier Roche-Carré au Lamentin. Si vous l'avez aperçu ou si vous avez des informations, contactez le commissariat de police du Lamentin au 05 96 39 20 00. L'actualité sociale de cette fin de semaine a aussi été marquée par une opération coup de poing d'une auxiliaire de vie de l'association CADOM. Annick Edgar est âgée de 54 ans et elle avait entamé une grève de la faim ce vendredi. Action qu'elle a suspendue en fin d'après-midi pour ne pas mettre en péril sa santé. Tout a commencé mardi dernier lorsque son employeur lui apprend par téléphone son licenciement. Malgré ce revers de situation, Annick crie toujours à l'injustice et réclame des dédommagements. Isabelle Ferrière l'a rencontrée ce matin. Annick est fatiguée, énervée aussi. Depuis vendredi, elle a élu domicile au pied du siège de son employeur, l'association CADOM, et a entamé une grève de la faim, un combat pour protester contre son licenciement. Je conteste un licenciement abusif que m'a adressé mon employeur alors que je n'ai eu aucun entretien préalable. C'est marqué pour faute grave. Elle dit que je faisais des pressions sur les personnes chez qui je travaillais. Avant de dire du n'importe quoi, elle n'est jamais venue. Cette auxiliaire de vie travaille depuis 5 ans pour l'association. À plusieurs reprises, elle s'est indignée de ses conditions de travail. Des contestations qui, selon elle, lui auraient coûté son poste. Certains endroits où elle m'envoyait, c'était des aides ménagères qui devaient être, ou alors faire une structure, venir nettoyer chez ces personnes. Je m'ai dit à mon cousin, non, je ne suis pas bonne personne. C'est pas ce que mon contrat stipule, je suis désolée. Ses proches se relaient pour être présents à ses côtés, à l'image d'André. Je suis venue supporter ma cousine, après l'avoir vue à la télé hier, donc je suis venue aujourd'hui lui porter main forte à son combat. Je m'inquiète énormément pour elle, oui. Il faut savoir qu'elle est malade, elle n'est pas en bonne santé, donc c'est risqué. Annick souffre d'hypertension. Malgré cela, elle se dit déterminée à aller jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant, je n'ai encore vu personne, on ne m'annonce rien, donc là je suis à bout. Sincèrement, comme moi, Madame Edgar, j'irai jusqu'au bout. Devant sa détermination, un dialogue s'est ouvert avec la direction et des négociations sont en cours. L'auxiliaire de vie a donc mis fin à sa grève de la faim cet après-midi, sans pour autant renoncer à son combat. Toujours au chapitre social, 3 mois maintenant que le conflit de la fourrière de Mangovulsin dure. C'est dans un contexte de dialogue de sourds que le préfet de région a souhaité rencontrer les deux parties. Une situation exceptionnelle, les services de l'État n'interviennent que rarement dans les conflits sociaux. On écoute les propos recueillis par Isabelle Ferrière du préfet Fabrice Rigoleros. J'ai tenu à convier ici ce matin en préfecture l'ensemble des parties prenantes au conflit Caraïbes-Développement, notamment pour examiner avec eux, à la suite des discussions qui ont déjà été menées, en particulier sous l'égide des médiateurs avec l'appui de la DIECT, de la KSM et du Conseil régional, les points qui aujourd'hui, à date, continuent de faire l'objet de désaccords. Et deuxième élément, c'était de voir avec chacune d'entre elles et d'examiner avec elles si elles continuaient de se situer dans une logique de poursuite, de discussion, de négociation, dans un cadre qui ne peut être, dans le cadre du dialogue social, qu'un dialogue serein et constructif. C'est le cas et donc je vais le communiquer aux médiateurs qui vont prendre l'initiative de provoquer une nouvelle réunion de discussion et de négociation sans délai.
Et dans le sud, les lycéens ne baissent pas les bras. Depuis l'annonce de l'implantation d'un centre commercial Carrefour à Corps-de-Garde, élus et commerçants montrent leur détermination. Ils disent non au projet et tiennent à le faire savoir. La mobilisation est largement soutenue par la population. Depuis quelques jours, des pétitions circulent pour tenter de renverser la donne. Guillaume Bakoul, Raphaël Reny. Une ambiance de marché aux poissons typique des communes. Un cadre authentique pour lequel se battent les membres de l'association citoyenne lycéenne, pétition à la main. Donnez-nous le coup de l'implantation du supermarché. Ils sont partis en quête de quelques 3000 signatures et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas trop de mal à les recueillir. Il y a autre chose à faire que ça. Il y a des petits marchands, il y a des petits lolos, il y a beaucoup de trucs qui vont plonger, ils vont couler. Laissez-y comme ça. C'était comme ça, bah nous, avec cette lycée, au top comme ça. Je suis contre ça. C'est tuer le village, c'est tuer le bourg. Il faut que nous restions ensemble, autrement on ne va pas vivre comme ça. On va être des étrangers comme en France. Il y en a pas mal qui sont au courant, mais ceux qui ne sont pas de Sainte-Luce ne sont pas au courant. Donc il faut les persuader, leur apporter les éléments pour qu'ils puissent nous donner cette signature, cette force. Une tentative presque désespérée afin d'arrêter un projet d'ores et déjà validé par la Commission nationale d'aménagement commercial. Mais pour les membres de l'ACL, il faut se mobiliser. Le combat n'est pas encore perdu. Nous pensons qu'il y a encore des moyens de faire en sorte que ce centre commercial n'apparaisse pas. Au plan juridique, explorer toutes les voies de recours possibles. Pour cela, il faut que le maximum de citoyens pèse sur la décision. Le nombre de personnes déjà venues prendre des pétitions pour les faire signer dans leur quartier, dans leur environnement, nous indique que nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, la rupture semble donc consommée entre un entrepreneur qui dit œuvrer pour le développement économique de Sainte-Luce et des habitants et commerçants qui se sentent mis au pied du mur. Pendant ce temps, les températures ainsi que le soleil de ce long week-end offrent à la Martinique des allures de grandes vacances. Et si chaque année, à pareille période, les Martiniquais préparent les grands événements nautiques de la saison estivale, dans les magasins d'accastillage, les affaires ne sont pas au beau fixe. Les professionnels du tourisme enregistrent même une baisse des activités de plaisance hors saison touristique. Une tendance observée par un responsable d'un magasin d'accastillage au Marin. Il est interrogé par Guillaume Bakoul et Raphaël Reny. On a constaté que cette année, on a une tendance, une fréquentation à la baisse. D'habitude, le festival de jazz nécessite une très forte demande et au niveau des produits, des bateaux, location. Mais cette année, effectivement, c'est beaucoup plus calme. La saison se détermine effectivement en deux grandes périodes. De décembre, on va dire, jusqu'à avril pour tous les clients qui sont de passage en Martinique. Et avril sonne vraiment la basse saison, je dirais, à ce niveau. Donc une autre saison va se développer, ce sont la saison des locaux, qui vont commencer à préparer leurs bateaux, alors pour le festival de jazz, pour le festival de la Dominique également, mais également pour tout ce qu'il y a comme manifestation nautique, Tour d'Eole, Mercury Beach, ainsi de suite. Donc la saison des locaux commence maintenant. Souhaitons un joyeux anniversaire pour continuer. Une société de transport implantée dans la commune de Sainte-Marie depuis 45 ans. Elle a transporté des générations d'écoliers. Aujourd'hui, c'est en grande pompe qu'elle fête cette année ses années de service. L'entreprise Velayoudon a marqué l'événement, entouré de musiciens, de personnalités et bien évidemment avec les Samaritains. Louis Sabas. Un gâteau, de la musique et des invités. Toutes les conditions sont réunies pour réussir l'anniversaire des transports Velayoudon, la plus ancienne entreprise de transport scolaire de Sainte-Marie. Plusieurs générations d'élèves ont eu recours à ces services. Certains se souviennent de leur voyage, toujours très animé, dans les cars de l'époque. Aller prendre le bus, c'était un moment intéressant pour nous après les cours, parce qu'on se retrouvait dans un seul groupe qui avait dans le bus. Et vous savez, la législation était moins dure, c'est-à-dire on rigolait, on parlait, on avait notre place réservée. Il y avait des petits groupes dans le bus et puis bon, parfois on haranguait le chauffeur lorsqu'il doublait notre bus. Moi, en troisième, il fallait passer en seconde. Et seconde, c'était au lycée de Trinité. Donc tous les élèves qui étaient censés passer en seconde étaient obligés de prendre le bus Velayoudon pour aller sur le site de Trinité. 45 ans de service et à l'origine de cette aventure, Michel Velayoudon, avec un petit bus
pour assurer le transport entre le nord et le centre. Au début, c'est à mon père, c'est-à-dire c'est le boulot de mon père. Et j'ai pris la succession. À cette époque-là, on avait un petit car de 22 places. En ce moment, nous avons des cars de 60 places. Aujourd'hui, ce sont 6 bus modernes qui assurent le transport d'environ 400 élèves entre le Lorrain, Sainte-Marie et Trinité. Mener cette entreprise n'est pas simple, il a fallu constamment s'adapter, notamment en ce qui concerne le respect de la réglementation sur la sécurité. Par exemple, les ceintures, il faut mettre à jour et on ne peut pas mettre des ceintures sur un bus, il faut changer le bus carrément. Les tylotests, on peut le mettre, ça coûte plus de 1 000 €. L'entreprise ne connaît pas la crise. Pourtant, avec le départ programmé de son gérant pour la retraite, les transports Velayoudon pourraient bien disparaître d'ici 5 ans. Je n'ai pas de parents qui ont la capacité professionnelle et on risque de ne pas avoir le transport aussi avec des appels d'offres. Le chef d'entreprise compte raccrocher ses clés quand viendra l'heure de la retraite pour s'adonner à sa passion, l'agriculture. Restons sur la route avec la caravane de l'EFS. Sachez que vous pouvez donner votre sang demain à Saint-Joseph. Une collecte organisée par l'église adventiste du Mont des Oliviers, rue Chelcher, de 8 h à 13 h. En attendant, restez avec nous dans quelques instants. Votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Nous serons peut-être près de chez vous, direction la commune de Saint-Pierre. Nous embarquerons à bord du Sea Paris Express. Ce petit train permet aux visiteurs de découvrir les aspects historiques de la ville. Puis quand les trésors de Saint-Pierre ne sont pas sur terre, ils sont dans les profondeurs. Plein feu sur l'initiative de 2 amoureux de plongée sous-marine dans une bande dessinée. Ils nous offrent la possibilité de découvrir les épaves de navires à proximité. Mais avant, direction la Guadeloupe où un refuge pour animaux a ouvert ses portes. Il permet aux animaux sans famille adoptive de séjourner dans ce nouvel espace, le temps de se trouver un foyer. Depuis l'ouverture, déjà 40 chats et chiens y séjournent. Cette structure est la première du genre dans l'archipel. Linda Garcia. Isis est aux premières loges pour l'inauguration du refuge du Papillon. Et pour cause, cela fait déjà 6 mois qu'elle a trouvé un nouveau maître grâce au refuge. Jusqu'à présent, on pouvait adopter un animal, mais il était chez des particuliers qui venaient de le récupérer, donc des familles d'accueil. C'est comme ça que fonctionnait le refuge. Maintenant qu'il y a possibilité d'accueillir des animaux, je dirais que c'est quand même beaucoup plus facile et je pense que ça incitera les gens qui veulent se séparer d'un animal à le faire plus proprement. Ici, 40 chiens et chats seront accueillis en vue de leur adoption dans des box entièrement aménagées et sous l'œil bienveillant de vétérinaires, bref, un refuge au poil. Mon rôle sera de veiller à la bonne santé des animaux, à ce que les règlements sanitaires soient respectés, parce que le refuge a quand même des comptes à rendre au niveau réglementaire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc nous serons là pour veiller à ce que tout le système fonctionne bien selon les normes, la loi. Il aura fallu 5 bonnes années à Patricia, la présidente de l'association Le Refuge du Papillon, pour que la structure, la première du genre, voie le jour. Il faut un lieu d'abandon pour les animaux. Il en faut un. Dans tous les départements français, on en a un. Il manquait plus que la Guadeloupe. Un refuge sert aux propriétaires qui veulent abandonner leur animal. Donc l'animal est identifié au nom du propriétaire, ou bien les animaux qui seront identifiés fourrière et que on ira récupérer chez eux. Une nouvelle structure d'accueil sortie de terre grâce aux dons et au financement de l'Europe, de la région. Nous avons d'ailleurs par conséquent contribué à cet investissement à hauteur de 60 000 € et cofinancé par les fonds européens. Donc nous sommes tout à fait ici dans notre rôle à être aux côtés de Madame Combe. Le refuge du Papillon devrait accueillir ses premiers pensionnaires dès le mois de juin prochain. L'information locale et communale continue dans vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de la ville d'art et d'histoire, une escale à Saint-Pierre que nous propose de découvrir Hubert Bornil, Clotel et son équipe. Bonsoir, la ville de Saint-Pierre dans le JT des communes, autrefois dénommé le Petit Paris, l'ancien chef-lieu de la Martinique, nous accueille. Labellisée ville d'art et d'histoire en 1990, l'activité ici est basée essentiellement sur le tourisme, notamment la plongée, le port présentant de nombreuses épaves de navires. Saint-Pierre est traversé par la Roxelane et l'on peut observer 2 quartiers, celui du Fort et le quartier du Mouillage.
On peut dire que la ville de Saint-Pierre est internationalement connue à cause de l'éruption de la montagne Pelée en 1902 qui fit près de 30 000 victimes. Depuis, la ville d'art et d'histoire tente difficilement de se relever en dépit de ses nombreux atouts historiques et touristiques. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Embarquement immédiat dans le Ciparis Express pour la visite de la ville de Saint-Pierre, la ville d'art et d'histoire. Visite des ruines du théâtre en compagnie de Fernand Pin, celui qui a créé depuis 26 ans ce petit train. Alors une affaire de cœur bien évidemment. Le Ciparis Express, je vous le disais, un homme passionné d'histoire et passionné de son île, Fernand Pin. Reportage Céline Chalonneau. Nous vous souhaitons la bienvenue à Saint-Pierre, la bienvenue à bord du petit train, le Ciparis Express, qui va dans quelques instants, à travers son circuit, vous faire découvrir quelques-uns des aspects historiques de cette ville. Le décor est planté, Fernand Pin, pierrotin passionné, n'a pas choisi le nom de son train au hasard. Nous sommes à Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Un voyage de plus d'un siècle où chaque visiteur découvre à travers des anecdotes l'histoire de Ciparis, le seul survivant de l'éruption de 1902. Ce matin du 8 mai 1902 à 7h56, brusquement, les flancs tout proches de ce volcan qui a pour nom l'Apelé allaient se déchirer. Le petit train de Fernand a les oreilles qui sifflent. Malgré l'intérêt historique, pas évident de remplir les wagons tous les jours. L'activité touristique est très aléatoire. Un jour, il peut y avoir du monde et 2 jours sans grand monde. Parce que il faut bien noter que dans cette région, il n'y a pas de résidence hôtelière, il n'y a pas de gîte comme il y en a autant dans le sud. Et avec la distance que doivent faire nos potentiels visiteurs, les embouteillages, etc., le temps d'arriver à Saint-Pierre. Pourtant, pour Fernand Pin, la solution est sous nos yeux. La voie à suivre pour dynamiser le tourisme à Saint-Pierre viendrait du Grand Bleu. Et si effectivement il y avait des transferts maritimes entre la partie de l'île où il y a des populations de visiteurs, de touristes et Saint-Pierre, probablement que ça permettrait à cette région d'en profiter économiquement de façon beaucoup plus agréable. L'objectif de ce guide passionné est de sauver un patrimoine historique dont il craint parfois être le seul à reconnaître la valeur. Malheureusement, depuis de nombreuses années, ces vestiges n'ont pas été, à mon avis, mis en exergue et on n'a pas su en fait donner à Saint-Pierre sa place de ville historique, de ville touristique. Cette petite locomotive et ses wagons blancs et bleus serpentent tous les jours les rues pierrotines avec en son sein toute une querelle de touristes. Plusieurs solutions sont à l'étude pour tenter de remettre Saint-Pierre sur les rails et développer son attraction touristique. La baie de Saint-Pierre, très prisée des touristes, notamment pour la plongée sous-marine. Nous partons à la rencontre de Dominique. Il a fait partie de l'équipe du commandant Cousteau. Il a même été le premier à plonger sur l'épave du Tamaya à 90 mètres de fond. Mais pour Dominique, ça n'est pas tout cela l'essentiel. Il préfère s'attacher à ses passions, la peinture, le dessin et la plongée notamment. Alors avec 2 de ses amis, il a réalisé tout récemment un film, une bande dessinée et une exposition. Reportage Volana Razafi Manansoa. Lingots d'or, pierres précieuses, reliques, les mers regorgent de trésors réels ou imaginaires. À Saint-Pierre, une légende est née en 1902 après l'éruption de la montagne Pelée qui a détruit la ville et coulé les bateaux du port. Dans l'un d'entre eux, le Tamaya, situé à 90 mètres de profondeur, se trouverait un coffre rempli d'or. Dominique a été le premier à explorer cette épave. J'avais le plaisir de voir une épave vierge, ce qui pour un plongeur est un moment extraordinaire.
Je suis remonté, j'ai indiqué la position de cette épave à d'autres plongeurs qui, eux, tout de suite se sont dit « Ah, c'est peut-être le bateau sur lequel il y a le trésor. » Ils ont exploré l'épave, mais ces plongées profondes sont tellement dangereuses que l'un d'eux a failli en mourir. Et donc, la plongée à l'air comprimé a été interdite par les autorités. Et encore aujourd'hui, certains plongeurs rêvent de découvrir le trésor de Saint-Pierre. Mythe ou réalité, seul l'avenir nous le dira. Pour Dominique, les véritables trésors, ce sont les épaves. Plongeur aguerri, il a travaillé avec le commandant Cousteau et visité des centaines de musées sous-marins. Avec d'autres amis passionnés de plongée, Dominique a créé une bande dessinée ainsi qu'une exposition et un film sur les épaves de Saint-Pierre. Ce qu'on a fait avec ce livre, on a réalisé des images sous-marines et on a pu faire un film qui lie la BD avec le réel, les images actuelles sous l'eau. Et là, par exemple, sur cette peinture, vous voyez Dominique dans son action de dessin au fond par 50 mètres de profondeur. Et le caméraman, c'est moi. En effet, c'est armé de son crayon que Dominique parcourt les vestiges engloutis sous les mers pour en croquer les moindres détails. Sur l'épave du Roi Réma, je suis en train de dessiner une éponge et j'ai une caméra plus une planche à dessin. Voilà. La planche à dessin, c'est une plaque de plastique qui permet de dessiner sous l'eau. Alors c'est très simple parce qu'on dessine avec un crayon. Voilà. Comme je dessine là, hop. Il suffit de se placer au fond, on observe et puis on dessine. Pour les amoureux de la mer, mais aussi pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, vous pourrez découvrir ces lieux de vie sous-marine chargés d'histoire au Centre de découverte des sciences de la Terre. Allez, restons toujours à Saint-Pierre. Je vous emmène à l'Alsace à Caille. Rassurez-vous, il ne s'agit que d'un restaurant. Mais alors, quel endroit, une belle façade qui marque l'originalité des lieux, situés dans l'ancienne capitale, bien évidemment, mais dans la baie de Saint-Pierre. Précisément, l'Alsace à Caille, les Alsaciens de la côte Caraïbe aiment s'y retrouver. On peut dire que les Pierrotins apprécient ce mélange culinaire. Reportage Céline Chalaudon. Ne vous fiez pas à cet accent de l'Est de la France, nous sommes bien à Saint-Pierre. Philippe Mène, propriétaire du restaurant L'Alsace à Caille, a réussi le pari de marier avec bonheur la gastronomie alsacienne et martiniquaise pour en faire un bout de chez lui dans son nouveau paradis. C'est une ville historique, c'est une ville dans laquelle je me suis tout de suite senti bien. C'est non seulement Saint-Pierre, mais c'est aussi le Nord Caraïbe. Puisque la montagne Pelée, telle qu'elle est aujourd'hui, a exactement la même altitude que le Grand Vallon d'Alsace. C'est un paysage qui me rappelle mon Alsace natale. La décoration est typique avec beaucoup de boiseries. À disposition, un bar à vin mélangé et une épicerie fine métissée. Une quinzaine de couverts vus sur la baie de Saint-Pierre. Ils régalent aussi bien les clients de passage que les Pierrotins. J'adore la choucroute. J'adore, ils font du jarret braisé, c'est excellent, donc ça me change. Moi qui ai vécu en métropole, donc j'adore ça. Ah, ça nous a étonné la première fois, mais maintenant on vient régulièrement. On a mangé une bonne choucroute, un bon jarret braisé et maintenant des spécialités locales. Finalement, les habitudes et les palais des visiteurs de ce restaurant alsacien ne sont pas trop différents ici ou là-bas. Je suis intimement persuadé qu'il y a des liens très proches entre nos deux régions, à travers déjà la gastronomie, puisque en Alsace on utilise beaucoup d'ingrédients qui sont utilisés ici dans la cuisine créole. Ensuite, il y a l'aspect culturel, je veux dire cette musique, ces costumes. Si je parle par exemple du madras, il y a énormément de similitudes entre le madras et le kelch. L'exil n'était peut-être pas inscrit dans les gènes de Philippe, mais voilà, à son arrivée en Martinique, c'est le coup de foudre. On a un rôle d'ambassadeur d'Alsace ici à Saint-Pierre, mais vous imaginez très bien que lorsqu'on est en Alsace, on met en valeur toute la Martinique et plus particulièrement Saint-Pierre. L'Alsace à Caille, une note alsacienne dans l'histoire contemporaine de Saint-Pierre. Pourquoi pas? Philippe et son équipe vous reçoivent du lundi au dimanche. Pour accueillir notre invité, on se retrouve dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre. Gilles Valère, bonjour.
président de l'Office du tourisme de Saint-Pierre. Oui. Alors, que peut-on dire sur cette ville d'art et d'histoire? D'un point de vue touristique et historique, on sait que c'est une ville qui renferme, en tout cas qui possède beaucoup d'atouts. Absolument. Elle possède des atouts comme, bon, vous avez vu la beauté du site, mais il y a des atouts aussi dans la mer, puisqu'il y a aussi des épaves qui ont été découvertes après, bien sûr, l'éruption de la montagne Pelée. Oui. Et il y a plusieurs façons de découvrir Saint-Pierre. Et je crois qu'il faut parfois peut-être plusieurs jours pour tout comprendre et pour tout admirer dans cette ville. Et on se rend compte, bien qu'on ne voit pas souvent beaucoup de touristes, mais dans les ruines du théâtre, c'est à peu près 100 000 visiteurs par an. Oula. Vous avez à peu près 42 000 plongées à Saint-Pierre, c'est important. Parce qu'il y a des épaves, hein, il faut le souligner, dans la baie de Saint-Pierre. Absolument, notamment celle du Worima, pardon. Et on a vraiment tout pour découvrir cette Martinique, cette ville que je qualifie de première ville de la Martinique du point de vue renommée mondiale. Alors c'est vrai que je le disais dans le lancement, c'est une ville d'art et d'histoire depuis 1990 qui possède pas mal d'atouts. Et pourtant, on a du mal à expliquer qu'elle ne puisse encore arriver à s'épanouir complètement. Parce que les choses se font au fur et à mesure. Il fallait déjà mettre en valeur tous les sites historiques et tous les monuments, ça a été fait. Il fallait réaménager le front de mer, ça a été fait. Maintenant, il faut essayer de capter le touriste, parce qu'il y a à peu près 135 000 visiteurs par an à Saint-Pierre, mais bien souvent, ils ne s'arrêtent pas dans les restaurants, ils ne jouent pas le jeu de l'économie. Donc peut-être qu'il y a matière à réfléchir sur le fait de créer un pass pour que les ruines soient payantes, de façon à pouvoir générer des recettes. Ah, c'est un clin d'œil à la nouvelle municipalité. Qui est très dynamique d'ailleurs. Oui. Mais c'est bien parce qu'on pourra peut-être entretenir constamment cette ville, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, et c'est important pour le touriste. Les Pierrotins, est-ce qu'ils vivent bien à Saint-Pierre? Alors dans Saint-Pierre, on sait qu'il y a l'éternel phénomène des camions, du trafic. Oui. Oui. C'est vrai que c'est très gênant, on est obligé d'attendre une position. Donc on avait parlé de barges, de rocades, etc. Mais en attendant, il ne faut pas se lamenter, il faut travailler quand même. Et vous avez beaucoup de touristes qui vivent chez l'habitant, dans des gîtes ruraux, dans des résidences. Vous avez dû voir qu'il n'y a pas d'hôtel à Saint-Pierre. Et pourtant, on a quand même 135 000 visiteurs par an. D'un point de vue d'une certaine, en tout cas, une certaine partie de la jeunesse se retrouve un petit peu sur le carreau, sur la roche. Vous me direz, ce phénomène, on le retrouve ailleurs également, mais à Saint-Pierre, le développement me semble un petit peu compliqué. Il n'est pas compliqué, c'est que c'est une question d'envie, de vouloir faire les choses. Si par exemple les ruines deviennent payantes, il faudra bien les entretenir, il faudra bien embaucher des jeunes, il faudra bien embaucher des guides conférenciers. Donc il faut croire au développement de Saint-Pierre et je vous garantis que je pense que c'est vraiment la première ville où il faut investir, c'est à Saint-Pierre parce qu'en fait elle est connue mondialement. Qu'est-ce que l'Office de tourisme propose? Alors des balades, on imagine, des découvertes? On met en connexion les différents partenaires. Donc balades, randonnées, découvertes, etc. Mais on organise, on anime la ville de Saint-Pierre en tenant compte des souhaits des Pierrotins. Puisque une fois qu'une population est contente de ce qui se passe, ensuite elle amène ses amis touristes et ça crée une dynamique. Donc nous avons des manifestations à dimension locale, Saint-Pierre, à dimension régionale et à dimension internationale. Et ce qui veut dire que si on continue ainsi, de façon récurrente, il y aura toujours des animations à Saint-Pierre et ça va un petit peu booster le Nord. Voilà, il faut y croire. Gilles Valère, il fait très chaud. Nous allons mettre un terme à cette intervention. En tout cas, merci pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Il fait bon vivre à Saint-Pierre, beau soleil, beau cadre. Et puis derrière nous, la montagne Pelée. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Retour dans les studios. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive avec Stéphane Dupont.